Donc, tant il y a une forme d'interface, de cohérence presque absolue entre le domaine économique, qui est le sien, et la problématique surprenante, cette cohérence que je vais aborder, la communication. En l'entendant tout à l'heure, il y a un certain nombre d'expressions et de concepts qu'il a utilisés sous l'angle économique qui m'ont marqué. Il a parlé de répartition équitable des richesses. Il a parlé d'inclusion dans les politiques publiques. Il a parlé de niveau de satisfaction, avec la mesure de la satisfaction des citoyens. Il a parlé de réformes, notamment de réformes structurelles, et il a parlé bien entendu de la matrice qui organise et qui régit sur un horizon temporel de 20 ans les politiques publiques, à savoir le plan Sénégal émergent. Alors, pourquoi rappeler tous ces éléments-là et pointer leur intérêt? Est-ce qu'il peut y avoir une répartition équitable des richesses s'il n'y a pas une égalité des citoyens en matière d'accès à l'information? Ce que l'Agence de la couverture maladie universelle est en train de faire, qui découle d'une volonté du président de la République en matière d'inclusion sociale, de répartition des richesses, de partage, de solidarité, est-ce que ce que cette agence est en train de faire peut être bien fait s'il n'y a pas une égalité d'accès à l'information des citoyens? Si en définitive, ce sont ceux qui ont moins besoin de l'agence de la couverture maladie universelle, parce que c'est des travailleurs qui sont assurés autrement, parce que c'est des gens instruits, parce que c'est des gens qui ont suffisamment de revenus, si c'est paradoxalement ces mêmes catégories qui sont informées de l'existence même de la couverture maladie universelle. Est-ce qu'il est plus important que les intellectuels, les élites, l'administration soient au fait de ce que l'ADER fait, ou n'est-il pas plus important de créer les conditions pour que ceux qui en ont le plus besoin sachent les procédures, sachent l'existence de l'ADER, sachent comment aller vers l'ADER? Donc il y a toute une problématique. Et cela me permet de dire que la base d'une communication efficace, d'une communication qui puisse apporter de la valeur ajoutée et contribuer à une meilleure appropriation des politiques publiques, passe par l'instauration de l'égalité dans l'accès à l'information des citoyens. Au Sénégal, il y a une population d'à peu près 3 millions d'enfants et d'adolescents qui ont entre 6 et 16 ans, donc l'âge obligatoire d'être scolarisés. Parmi ceux-là, la moitié ne sont pas scolarisés. Ce qui veut dire que 1,5 million de jeunes ont besoin de pouvoir avoir les outils, l'éducation de base qui leur permettrait de pouvoir prétendre à trouver un travail ou de travailler dans des conditions décentes dans l'avenir. Un gros défi se place sur cette question-là, parce que mathématiquement, même si l'éducation est un droit, la réalité, qu'elle soit physique ou même dans les projections de l'éducation, ne peut permettre à l'État du Sénégal de scolariser tous ses enfants dans la période dans laquelle ils ont besoin d'être scolarisés. Cela veut dire qu'il est important, au-delà de prétendre à l'éducation comme un droit fondamental, de pouvoir penser et développer des solutions alternatives à l'école classique pour tout le monde, qui permettraient déjà aux 1,5 million d'adolescents et de jeunes qui sont hors du système de pouvoir avoir un minimum de base pour prétendre à quoi que ce soit. Le minimum de base, c'est savoir lire, savoir écrire, savoir compter, savoir épargner, savoir raisonner face à un problème. Et ces bases-là, on peut les acquérir hors de l'école. Si on décide que l'école n'est pas le seul vecteur d'éducation possible, et si on décide que tout le monde a bien le droit d'être éduqué, qu'il soit à l'école ou non, et plus encore, que l'on décide de revoir ce qui est l'éducation en fonction de deux choses. De notre temps, aujourd'hui, nous sommes en 2021, est-ce que ce qui est essentiel à savoir aujourd'hui est nécessairement ce qui a été essentiel à savoir hier pour s'en sortir?
Est-ce qu'il est essentiel pour un individu de prétendre à une vie digne, de s'asseoir pendant 10 ans sur les bancs de l'école et s'il ne l'a pas fait, qu'il ne puisse pas prétendre à une vie digne? Et dans ce cas-là, il nous faut des solutions alternatives qui soient plus courtes pour les jeunes, qui soient moins coûteuses et qui soient plus précises sur ce que l'on attend et ce que l'on souhaite transmettre. Il est évident que, pour le cas spécifique du Sénégal, notre pays présente des perspectives économiques encourageantes. Au cours de ces 5 dernières années, le Sénégal a réussi à atteindre des niveaux de croissance économique beaucoup plus élevés que nous n'avons jamais atteints. Et au-delà du contexte africain, qu'est-ce qu'il a expliqué? Au-delà du contexte international et du climat favorable et climatique favorable, la croissance a été soutenue par d'importantes avancées dans les réformes structurelles ainsi qu'une expansion de l'investissement public. Ceci fait suite au constat d'une économie sénégalaise au ralenti et présentant d'importants déficits que le gouvernement a lancé à partir de 2012, le plan Sénégal émergent avec ses axes que vous maîtrisez tous et qui nous a permis d'amorcer des réformes qui nous ont permis d'avoir une croissance soutenue, une première forme de croissance atteignant les 6% soutenue à partir de 2015. Donc ça également, c'est des réalités, c'est ce que nous avons vu, c'est ce qui s'est passé au Sénégal durant ces 5 dernières années. Maintenant, cependant, cette tendance positive demeure fragile car le pays présente toujours des contraintes structurelles persistantes qui limitent le potentiel productif de certains secteurs clés. C'est également le reflet de ce que nous avons noté au niveau continental, au niveau sous-régional dans la zone immeuble, mais avec des perspectives qui sont beaucoup plus encourageantes au niveau du Sénégal, dans la mesure où, déjà dans l'anticipation, dans le diagnostic qui a été établi à partir de 2012, certains axes prioritaires tendant à favoriser l'épanouissement, tendant à favoriser la réduction de la pauvreté, et qui a été amorcé depuis 2012, déjà ont été posés, ces jalons-là ont déjà été posés dans le diagnostic et dans l'application, dans l'orientation, des orientations majeures qui ont été fixées dans le PSE qui a été défini comme cadre macroéconomique de référence des politiques publiques au Sénégal. Les options proposées pour une croissance soutenue et plus inclusive tournent essentiellement autour de grands objectifs. Quels sont les secteurs qui ont été touchés? Quels sont les secteurs qui ont besoin encore de plus de dynamisme et d'attention? C'est certainement les secteurs où on retrouve le plus de population sénégalaise. C'est certainement les secteurs où on retrouve en fait le plus d'intervenants. Ces secteurs tournent autour de la promotion du développement rural, parce que tout le monde sait que la pauvreté est rurale à hauteur de 53% au Sénégal. L'amélioration de la connectivité. Quand on parle d'amélioration de la connectivité, il s'agit de l'économie numérique, il s'agit des transports, il s'agit de la finance électronique, mais également il s'agit des échanges et du commerce. Donc l'amélioration de la connectivité, le renforcement des finances publiques par une croissance beaucoup plus inclusive, elles pourront être approfondies secteur par secteur. En matière de promotion du développement rural, l'analyse porte particulièrement sur le domaine foncier rural, la filière de l'arachide et l'électrification rurale. C'est en fait ces 3 moteurs qui interviennent dans le secteur, au niveau du monde rural et qui permettraient tout simplement de mettre en valeur ce qui est en train d'être fait au niveau de l'agriculture. C'est bien qu'on soit dans le progrès, dans le temps du progrès. C'est bien qu'on voit qu'on peut faire même une demande de financement au niveau de la DER à partir de leur plateforme en ligne. Mais ça, c'est un principe aussi d'inégalité. Parce que qui a accès à la plateforme en ligne? Qui a la possibilité d'avoir une bonne connexion pour télécharger un document de projet, pour le scanner au format PDF, le télécharger et l'envoyer? Qui a cette possibilité-là? Ce n'est pas tout le monde. Mais à qui parlons-nous? À qui destinons-nous nos politiques publiques? Avec qui communiquons-nous? Des fois, j'ai l'impression que nous sommes dans une bulle. Des fois, nous sommes dans une bulle. Affaire du jaay tendance. Affaire, c'est savoir partir de nos réalités. Qui sommes-nous? Qui sont les 16 700 000 Sénégalais? Qui sont nos cibles? Quelles sont leurs caractéristiques? Quels sont les déterminants? Mais tout cela, c'est toute une approche scientifique. Je serais très heureux qu'on nous dise combien de plans de com ou de stratégies de communication plutôt ont été élaborés dans l'ensemble des structures publiques. Souvent, on saute l'étape stratégique comme on parle plan de com. Plan de com, et n'importe qui peut faire son plan de com. N'importe qui aussi est expert en com. Y compris les politiques. Tous les politiques sont experts en com, en fait. Tous les politiques.
Donc il y a un vrai problème de culture communicationnelle dans notre pays. Et malheureusement, c'est la com qui traîne tout le temps. Or, c'est le parent pauvre, c'est aussi une forme de cri du cœur. Des fois, dans ce pays, il faut qu'on respecte les communicants. Je le dis, hein, très sincèrement. Les ingénieurs, ils ont fait des études, des écoles d'ingénieurs. Les économistes ont fait des écoles d'économie. Les banquiers ont fait des écoles de banque, de finance. Les communicants ont fait des études dans les écoles de communication. Il faut qu'on les respecte. Mais c'est le métier le plus usurpé, le plus pollué, y compris par les décideurs. Chaque directeur général est son vrai et propre conseiller en com. Il n'accorde aucune importance à son conseiller en communication, qui ne lui sert que de faire valoir. C'est ça la réalité. Quel est le conseiller technique en communication qui est impliqué en amont, dans la réflexion, dans la conceptualisation, dans la prise de décision? S'il y en a, qu'ils me le disent. On conçoit dans les cabinets, on réfléchit entre politiques, on décide et on demande à la communication, fais savoir. Comme si dans la communication, l'approche risque n'existe pas. Donc c'est pourquoi je dis, il faut faire de la communication une politique publique. Il faut faire de la communication, donner à la communication la dignité de processus de réalisation.